associations antiracistes manifestent dans le calme à Saint-Florentin, mais la tension reste vive dans la commune. La République soviétique de Lituanie s'appelle désormais République de Lituanie et elle affiche déjà ses propres couleurs. L'Espagnol Miguel Indurain, vainqueur de Paris-Nice, exploit de Jean-François Bernard dans la dernière étape. La page sportive complète à 19h45. Bonsoir, mais tout de suite, l'insolence et le talent de la jeunesse. Jennifer Capriati figure déjà à 13 ans dans le livre mondial des records. Elle joue au tennis, elle est américaine, elle affronte ce soir Gabriela Sabatini en finale du tournoi de Boca Raton aux États-Unis. Portrait d'un prodige, Jean-Philippe Guillen. Depuis le début de la semaine, tous les médias de son pays se l'arrachent. Pas une journée sans sa photo à la une. Jennifer Capriati est américaine, très jeune, et elle gagne. Née le 28 mars 1976, elle n'a pas encore 14 ans, mais sa précocité et sa hargne l'ont aidé à bâtir un palmarès déjà très important, même si elle préfère mettre en valeur le rôle de son entraîneur. Avec lui, elle travaille inlassablement sa pointe de vitesse et ses déplacements sur le court. À Boca Raton, en Floride, elle dispute son premier grand tournoi professionnel contre des joueuses seniors bien plus expérimentées. Elena Suková et Marie-Jo Fernandez vont pourtant céder sous ses coups. Déjà, l'été dernier, à Roland-Garros, elle survole le tournoi junior et remporte le titre mondial de la catégorie. Mais la fédération lui refuse le droit de s'inscrire dans l'épreuve reine sur terre battue. Elle est trop jeune. Pour la première fois, elle joue donc sur le court des grandes. C'est son père qui gère ses intérêts. Elle est déjà millionnaire en dollars. Riche et célèbre avant même de passer professionnelle, elle peut entrer définitivement dans l'histoire du tennis dès ce soir si elle bat Gabriela Sabatini en finale. Société en France. 1 millier de personnes ont manifesté dans le calme cet après-midi à Saint-Florentin, dans l'Yonne. Manifestation de protestation après la fusillade hier devant un restaurant. Fusillade au cours de laquelle 2 jeunes Marocains ont été très grièvement blessés, l'un étant toujours ce soir en coma dépassé. La nuit dernière, le restaurant a été entièrement saccagé par des inconnus. Manifestation silencieuse donc d'1 millier de personnes. Ce drame s'est produit hier au cœur de la cité HLM de cette petite ville de Lyon. La population immigrée y est fortement représentée. Enquête à Saint-Florentin, Hervé Dino. Un père qui pleure la mort de son fils tué d'une balle dans la tête. Une communauté maghrébine en colère. Saint-Florentin est en émoi et ne peut plus cacher le malaise qui affecte depuis longtemps la population. Le drame de ce week-end n'en est que le révélateur. Je pense qu'il existe un phénomène de racisme avec ce que je vous ai expliqué, une ville haute, une ville basse, et puis des conflits et rien pour résoudre cela en ce moment. Je dis qu'à Saint-Florentin, il y a un quota qui est dépassé, et puis ça fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Saint-Florentin, 6700 habitants dont un tiers sont d'origine étrangère. À l'écart du centre-ville et de ses maisons particulières, la communauté maghrébine est concentrée dans une ZUP condamnée à vivre en vase clos. Cette mise à l'écart est particulièrement mal vécue par les jeunes qui forment le gros du bataillon des chômeurs de la commune. On nous parque dans des cités ghettos, où on nous met des peintures, des déchets de peinture de tous les côtés. On ne nous crée aucune activité culturelle, on ne nous adresse aucun locaux pour nous distraire. On ne fait rien, en fait, pour qu'on soit heureux à Saint-Florentin. De plus, on crée un contexte de xénophobie, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les commerces à Saint-Florentin, on est mal reçu, on est mal accueilli, on nous agresse du regard. Le seul local dont dispose la communauté maghrébine est cette mosquée située dans cet appartement au store BC. Saint-Florentin ne peut faire plus, affirme le maire, qui dénonce la concentration de population étrangère dans sa commune. Il y a un problème de taux. Le taux est difficilement supportable compte tenu qu'on voisine donc les 30%, dont 20 à 22% de Maghrébins. La rupture entre le maire et les jeunes semble être consommée. Pourtant, ils partagent le même sentiment d'impuissance face à un problème d'intégration qui dépasse largement le cadre de Saint-Florentin. Oui, cet après-midi, à l'issue de la manifestation, le maire de Saint-Florentin a reçu une délégation. Il a promis un certain nombre d'aménagements sociaux dans la cité HLM. À l'étranger, rien ne va plus au sein du gouvernement d'unité nationale en Israël. Le refus du Likoud d'adopter les recommandations du plan Becker pourrait entraîner le départ des travaillistes de la coalition gouvernementale. Commentaire d'Hubert Coudurier. Crise ouverte à l'issue de la réunion du cabinet restreint qui se prononçait ce matin sur des élections qui s'apparentent de plus en plus à un véritable serpent de mer. Le désaccord porte en premier lieu sur le refus du Likoud d'inclure Jérusalem-Est dans les territoires soumis à élection.
Le statut de la ville sainte, reprise en totalité par les Juifs en 67, n'est pas négociable, selon le Premier ministre Yitzhak Shamir. Le refus de faire voter une motion selon laquelle Israël accepterait les propositions américaines correspond donc à un refus, a estimé le ministre des Finances, Shimon Peres. Le Likoud a d'ailleurs refusé le compromis proposé par les travaillistes qui prévoyait de soumettre à la Knesset la question de Jérusalem-Est après une acceptation de principe du plan Baker. Le comité central du Parti travailliste qui se réunit demain peut-il décider de quitter la coalition afin de provoquer des élections anticipées? Le problème est que les travaillistes n'ont guère de solution de rechange à proposer sur le plan de l'arithmétique électorale, tandis que le Likoud pourrait continuer à gouverner seul, du moins pendant une période transitoire. Dans ces conditions, le dialogue israélo-palestinien paraît une fois de plus dans l'impasse. Historique, 50 ans après la première faille dans l'unité soviétique, l'URSS est peut-être sur le point de perdre la tutelle de l'une de ses républiques. En attendant plus, à Vilnius, les députés ont voté les premières lois de la République de Lituanie. Commentaire de Gilles Dujonchet. Recouvrer leur indépendance perdue en 1940, ils n'attendaient que cela, les 3 millions de Lituaniens. Depuis hier soir, ils étaient à l'écoute de ce que déciderait leur Parlement nouvellement élu. Ils refusent en effet la procédure de sortie possible de l'URSS, échelonnée sur 5 ans, qu'est en train de concocter Moscou pour les républiques soviétiques. Les Baltes de Lituanie ont toujours considéré l'annexion de leur pays comme illégale. Ce texte ne leur serait donc pas applicable, juge-t-il. Seulement, il faut être réaliste aussi. Un avenir sans Moscou serait très incertain sur le plan économique. La Lituanie importe du reste de l'Union les 3/4 de son énergie et l'essentiel de ses matières premières. Il faudra les payer au prix mondiaux, soit 3 fois plus cher, a averti Moscou. En plus, les Lituaniens devraient verser des indemnités pour les investissements réalisés par l'État soviétique depuis près de 50 ans. Tout cela explique qu'aujourd'hui, les dirigeants de Vilnius ont veillé à ne pas couper totalement les ponts avec l'URSS. Certes, la République socialiste soviétique de Lituanie s'appellera désormais République de Lituanie tout court, et elle reprend son drapeau de 1918. Mais son nouveau président, élu ce matin, Vytautas Landsbergis, a laissé la porte ouverte à des négociations avec Moscou. D'autre part, l'armée soviétique ne devrait pas nécessairement quitter la Lituanie, a-t-il affirmé. Elle pourra y demeurer dans le cadre d'accords bilatéraux entre le nouvel État lituanien et l'URSS. Étrange passation de pouvoir cet après-midi au Chili. Si Patricio Aylwin est officiellement devenu président de la République après 16 ans de dictature militaire, le général Pinochet n'a pas exclu de repartir en guerre contre ceux qu'il appelle les ennemis de la liberté. Francine Raymond. Lorsqu'un dictateur déchu passe le relais à un président démocratiquement élu, la scène a eu lieu tout à l'heure dans l'enceinte du Congrès chilien à Valparaiso. Le général Pinochet, qui s'était proclamé président de la République en 1973 après 16 ans de pouvoir absolu, se sépare, non sans mal, de son écharpe présidentielle. Le nouveau président du Chili, Patricio Aylwin, avait refusé de recevoir l'insigne de sa fonction des mains de son prédécesseur. C'est son ami Gabriel Valdés, président du Sénat, qui lui remet. Premier jour de l'après-Pinochet, le général abandonne le pouvoir à ses adversaires, mais pas tous les pouvoirs, puisqu'il reste commandant en chef des forces armées. Seuls 3 présidents d'Amérique latine, l'Argentin, le Brésilien et l'Uruguayen, ont accepté de saluer le général Pinochet avant qu'il ne quitte définitivement la Moneda. Les autres représentants des pays étrangers conviés à la cérémonie ont préféré l'éviter, à l'exception du vice-président américain. Dan Quayle a rendu visite au général chilien dans sa résidence privée. Il s'est d'ailleurs fait copieusement huer à la sortie. Le démocrate chrétien Patricio Aylwin présidera donc aux destinées du Chili pendant 4 ans. La tâche qui l'attend est ardue. L'un des problèmes les plus délicats à régler, sûrement celui des milliers de victimes de la dictature. D'autant que le général Pinochet a mis en garde son successeur. Il n'acceptera pas qu'un militaire chilien soit jugé pour violation des droits de l'homme. Très vive tension ce soir dans les rues de Port-au-Prince, en Haïti, malgré les propos plutôt rassurants du général Abraham, qui a succédé hier au général Avril. Le général Abraham a promis la fin de la dictature. Une très vive tension règne à Port-au-Prince, où des groupes de jeunes inorganisés se rassemblent dans les rues du centre, parsemés de débris de barricades. L'annonce de la mort de 6 personnes abattues à la mitraillette par un attaché auxiliaire civil de la police. Cette annonce donc a provoqué une nouvelle flambée de violence dans les rues d'Haïti. Politique en France, le savant dosage entre les 7 motions du Parti socialiste. Réunis aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris, les hommes forts du PS ont jeté les premières bases de leurs alliances dans la perspective du Congrès de Rennes. Le cocktail final relève de l'alchimie. Daniel Sportiello. Le poste de premier secrétaire vaut de l'or. Pas étonnant donc que la Maison de l'alchimie, comme disent les socialistes, ait accueilli les assemblées de motion.
Toutes les combinaisons ont été expérimentées au cours de cette ultime journée, riche en rencontres et tractations. Si les rocardiens sont restés en position d'observateurs, l'écart infime entre Mauroy et Fabius a aiguisé le jeu des alliances. Jospin et Mauroy, avec 9 mandats d'avance seulement, ont bien été obligés de composer. Au congrès de Rennes, je souhaite toujours une synthèse générale. Et pour faciliter cette synthèse générale, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions constituer un pôle de rassemblement avec les amis de Jean-Pierre Chevènement et les amis de Jean Popprenne. Courtisés, très courtisés, Jean Popprenne et Jean-Pierre Chevènement. Avec leurs 15% de mandats réunis, toute alliance passe par eux. Mais les signataires des motions 2 et 7, perchés au dernier étage de la maison de la chimie, ont gardé de la hauteur jusqu'à présent. Nous ne ferons rien contre qui que ce soit. Nous ferons pour. Est-ce un signe? Les partisans de Mauroy-Jospin se trouvaient juste à l'étage en dessous. On dit qu'ils devraient se rapprocher. Mais pour Fabius, situé lui au rez-de-chaussée, l'escalier est plus long à monter jusqu'à Popprenne et Chevènement. De là à penser que tous ont voulu l'isoler géographiquement comme politiquement. L'idée d'un Mauroy, homme de la synthèse, pour une période transitoire semble se confirmer, même si les Fabiusiens veulent rester le pôle de rassemblement des mitterrandistes. On le voit, l'aiguille du pôle magnétique est encore bien instable. Premier tour de l'élection municipale partielle aujourd'hui à Sarcelles, en banlieue parisienne. Dominique Baillot est en direct de Sarcelles. Avant toute estimation, Dominique, vous nous rappelez les raisons de l'invalidation du maire socialiste Dominique Strauss-Kahn? Eh bien, il y a eu un tract qui a été diffusé juste avant le deuxième tour de 1989. C'est ce qui a provoqué cette invalidation, car le score était très serré. Il n'y avait que 281 voix de différence entre le maire sortant, le RPR Raymond Lamontagne, et Dominique Strauss-Kahn, le candidat socialiste. Eh bien, Monsieur Lamontagne, qui était le maire de Sarcelles avant ce premier tour de la municipale, quel est le taux de participation? Il est 19h45. Eh bien, on l'a pour 18h, il était seulement de 47%, ça représente quand même 5 points de moins par rapport à l'an dernier. Alors, il y a peut-être le beau temps qui a joué, mais peut-être aussi la lassitude des électeurs de Sarcelles, car les élections sont souvent annulées dans cette ville. Je ne sais pas pour quel candidat cette moindre participation va jouer, pour le RPR Raymond Lamontagne ou pour Dominique Strauss-Kahn, qui sont considérés comme les deux principaux protagonistes de cette consultation, qui est considérée comme un bon test électoral. Un bon test parce qu'il y a déjà la personnalité de Dominique Strauss-Kahn, qui est présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, et puis aussi parce qu'on parle beaucoup de revanche possible. En effet, donc, Dominique Strauss-Kahn avait été battu de peu de voix, 281, mais en fait, c'est le maintien de la candidate communiste qui avait amené la victoire du maire sortant, le RPR Raymond Lamontagne. Et on parle cette fois-ci d'une possible revanche de Dominique Strauss-Kahn, mais il y aura de toute façon un deuxième tour, car il y a 7 listes présentes à cette élection, et notamment un Front National qui pourrait se maintenir au deuxième tour et donc créer une nouvelle triangulaire. Merci Dominique Baillon, on vous retrouve en direct dans Soir 3 à 22h pour les premiers résultats. Nouvelle manifestation de médecins cet après-midi dans les rues de Paris. D'un côté, le syndicat FMF qui a signé la convention, il voulait lui exprimer sa satisfaction. De l'autre, la CSMF, autre syndicat qui lui n'a toujours pas signé la convention. Reportage chez les médecins divisés de Camille Marchand. Monsieur Evin et Monsieur Derlin ont la joie de vous faire part de la mort de la médecine libérale. 48 heures après la signature de la convention médicale, plusieurs milliers de médecins ont manifesté cet après-midi à Paris, répondant à l'appel des syndicats médicaux. La FMF, syndicat minoritaire, pour soutenir le texte qu'ils ont signé. La CSMF, syndicat majoritaire, par mécontentement. Ce texte, malgré la signature qui est intervenue hier, ne semble, en tout cas dans une première approche, absolument pas satisfaire les médecins dans leur ensemble. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne peux pas encore vous répondre puisque l'Assemblée générale de la Confédération des syndicats médicaux français se prononcera le 18 mars prochain lors d'une Assemblée générale extraordinaire. Après 11 mois de discussion avec la sécurité sociale et le gouvernement, les médecins sont redescendus dans la rue. Prochaine date importante pour le corps médical, le 18 mars et le 31 mars, où une manifestation sera organisée cette fois-ci par le Centre national. Les sports maintenant, avec tout d'abord le cyclisme. Miguel Indurain, l'Espagnol, vainqueur de Paris-Nice, mais l'exploit du jour a été signé par Jean-François Bernard, commentaire de Didier Balèze.
Au départ cet après-midi du contre-la-montre final, on attend Laurent Fignon, 3e au général à 19 secondes. Et la grosse déception, il termine 12e à 1,14 du vainqueur. Pour son retour au premier plan, Stephen Roche, l'Irlandais, doit se contenter de la 3e place à 34 secondes. Mais sa progression au cours de la semaine est significative, il revient au top. Dans ce choc de stars, côté français, 2 satisfactions, Luc Leblanc et surtout Jean-François Bernard, brillant vainqueur de l'étape du jour. Mais le plus fort aujourd'hui, c'était Miguel Indurain, vainqueur 89. Il récidive sur les pentes du col d'Èze, limitant les dégâts au strict minimum sur les 12 km 500. Indurain, espagnol, 26 ans, célibataire, longtemps coéquipier et lieutenant de route de Pedro Delgado. Miguel Indurain retrouve l'ambition grâce à sa suprématie sur tous les grands du peloton international. Il pourrait réserver de nouvelles surprises, et ce, dès ce week-end, dans Milan-San Remo. En rugby, le choc de la 10e journée, c'était Toulouse-Narbonne, le premier contre son dauphin. Reportage à Toulouse d'André Martre et de Marc Météo. Plus de 10 000 spectateurs au Sept-Deniers pour la rencontre phare de cette journée. Et dès la première minute de jeu, le coup de poignard narbonnais, l'escure pour Campos qui provoquait un regroupement. Un ballon cafouillé par Henri Sens, un ballon qui semblait perdu, mais Chamaillou récupéré pour Bertrand et Bulich en débordement, essai en coin malgré le retour de la Croix. L'escure transformé 6-0 pour Narbonne. Les Toulousains revenaient à 2 points après cette mêlée. Casalbou croisé avec Rouget Thomas, son demi-ouverture. Karl Janik, à l'intérieur le retour de David Berti, essai au pied des poteaux. 6-4 pour Narbonne, règlement des buteurs avant la pause et l'on pointé au repos 12-7 pour les Narbonnais. Et puis au début de la seconde période, une pénalité jouée à la main par les Toulousains. Vous avez vu cette passe football américain de David Berti, récupération de Rancoul. Denis Charvet qui provoque un regroupement à 1 mètre de la ligne narbonnaise. Une attaque qui ne donnera rien, sinon une mêlée pour Narbonne. Et sur la poussée, les stadistes enfonçaient les Narbonnais. C'était un essai du jeune Lacroix, remplaçant Thierry Mazet dans ce match. Le Stade Toulousain revenait ainsi à 1 point de Narbonne, 12-11. Denis Charvet réussissait 3 pénalités, 20-12 pour le Stade Toulousain. Et dans les dernières minutes de jeu, une balle à suivre de Charvet pour David Berti à la réception. Nouvel essai, 24-12 pour le Stade Toulousain qui l'emportait face aux Narbonnais. Athlétisme, jumping, Formule 1, le sport en bref, avec Alain Leblanc. Tout d'abord, petit retour sur le Masters de Perche à Grenoble et le fantastique essai de Philippe Collet à 5,94 m qui représente un nouveau record de France. On comprend volontiers la joie du Grenoblois qui s'impose ici devant le numéro 1 incontesté de la spécialité Sergueï Boubka. Chez lui, Pilou a réédité l'exploit de l'an dernier où il avait également amélioré le record de France avec 5,92 m. Décidément, Collet est un sacré compétiteur qui allie préparation physique et force psychologique. Prochain rendez-vous le 17 mars en Ukraine chez son ami et rival Boubka. À Bercy, c'est le talentueux couple John Whittaker sur Milton qui a brillamment remporté le Grand Prix de Paris d'équitation. Le Britannique est un talentueux cavalier impassible, précis et plein de sang-froid. Champion d'Europe en août dernier, il confirme donc sa grande forme et assure sa qualification pour la finale de la Coupe du Monde 90 à Dortmund fin avril. Le premier Français est Éric Navet qui finit 4e. Le grand perdant de la journée, c'est bien sûr Pierre Durand et Japlou de Luz. Ce soir, départ de la saison de Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis. Un championnat du monde qui risque de démarrer sous la pluie qui a considérablement perturbé la 2e séance d'essai officielle. On attend des surprises de par le caractéristique du tracé de Phoenix, mais dans de telles conditions, ça risque d'être de la folie. Sur la grille de départ qui aura lieu dans moins de 2 heures, on retrouve avec la pole position l'Autrichien Gerhard Berger sur McLaren Honda devant l'Italien Martini. En deuxième ligne, De Cesaris et le surprenant Jean Alesi et sa Tyrrell. Senna n'a que le 5e temps et Prost le 7e aux côtés d'un autre Français, Olivier Grouillard. Que la fête commence. Autre dérapage plutôt incontrôlé en football, les 16e de finale de la Coupe de France pratiquement privatisés. À la demande de TF1 hier soir, la Fédération française de football a pris la responsabilité d'interdire l'accès de la majorité des stades aux caméras d'FR3. Les 25 stations régionales de notre chaîne assuraient pourtant jusqu'ici une large promotion du football qui concerne les clubs de première, mais aussi de 2e ou de 3e division. Hier soir, les portes étaient donc soudainement closes. L'exemple à Nancy, José González.
Le FCMS... 19h hier soir, alors que nous nous apprêtons comme d'habitude à pénétrer dans le stade Saint-Symphorien, le délégué de la Fédération française de football nous notifie l'interdiction de filmer le match de 16e de finale Coupe de France Metz-Rennes. FR3 n'a pas d'accord avec TF1 et FR3 est interdite d'entrer dans le stade. Délivré par TF1. Donc on n'a pas le droit à l'information non plus. Alors. Vous n'avez pas le droit à l'information pour les 16e de finale. Malgré la médiation du président de la Ligue Lorraine de foot et du secrétaire général du FCMS, M. Ortega sera intransigeant, nous n'entrerons pas. TF1 paye l'exclusivité des matchs et voit d'un mauvais œil que certaines stations régionales de FR3, dont la Lorraine, diffusent un magazine sportif le dimanche de 12h05 à 12h45, donc bien avant Téléfoot. TF1 paye, TF1 dicte la loi. Fort bien. Nous nous sommes livrés à un calcul précis. Depuis l'ouverture du championnat en juillet dernier, FR3 Lorraine a filmé 13 matchs de la S Nancy Lorraine en D2, 14 du FCMS et en a diffusé le double pour chacun. De plus, sur la même période, FR3 Lorraine a réalisé 42 reportages sur le foot, portraits de joueurs, rencontres de 3e division, assemblée générale des clubs, transfert de joueurs, entraînement. Si les responsables des clubs et des instances régionales de foot s'accordent pour souligner l'indispensable présence de FR3 dans les stades, il va falloir qu'elle le fasse savoir très fort et à TF1 et à la Fédération. Honnêtement, notre chaîne ne peut accepter de filmer certains matchs et pas d'autres. Les dirigeants des clubs imaginent-ils, souhaitent-ils que les téléspectateurs lorrains soient privés des images de leurs équipes? La balle est dans leur camp. Ce qui est valable pour les téléspectateurs lorrains l'est bien sûr aussi pour ceux des 25 autres stations régionales de la 3. Le tirage au sort quand même des 8e de finale de la Coupe de France qui a eu lieu ce soir avec notamment 3 matchs entre équipes de première division, Lille-Cannes, Bordeaux-Metz, Montpellier-Nantes et un duel Avignon-Orléans en 2e division. Théâtre, Bing, c'est le nom du premier spectacle monté depuis la mort de Samuel Beckett. Il s'agit d'un texte adapté pour le théâtre par une très jeune compagnie. Le Théâtre par le bas, c'est son nom. La pièce est présentée au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris. Reportage de Dominique Poncet et de Jean-Jacques Ledeuil. Les mots, le son des mots, la résonance des mots écrits comme des notes et qui donnaient des partitions fabuleuses. En 84 années de vie, Samuel Beckett en aura composé des symphonies fantastiques. Et voici l'événement Bing pour la première fois porté au théâtre. Le miracle est que ce texte d'une poésie absolument abstraite soit ici vu et entendu. C'est un texte auquel il faut beaucoup donner pour qu'il donne à son tour. Mais c'est aussi un texte que Beckett n'a pas écrit pour le théâtre, mais qu'il aimait mettre en bouche. Il aimait le dire, jouer avec les jeux de sonorité, les assonances, les rythmes, les silences, les bing, les hop-là. Il y a la musicalité, il y a les chocs qui vont avec les mots, il y a le gouffre, il y a les miettes de ton comme les miettes de mots. Invisible, touffu, dehors, dedans, bing! Peut-être une nature, une seconde avec image, même temps un peu moins bleu et blanc au vent. C'est un texte qui a l'air, comme ça, assez incompréhensible, puisqu'il est fait de mots très coupés, d'onomatopées, de bruits. Et en fait, je trouve que c'est un texte qui, dans son abstraction, est en même temps très physique, très humain. Si? Bon. Imagination morte. Imaginez. Île. Eau. Azur. C'est un texte qui m'a demandé un long temps pour le mettre dans mon corps, pour l'apprivoiser. 1 an et demi. En même temps, au bout d'un moment, j'ai l'impression maintenant de nager avec bonheur dans les mots de Beckett. Tout de suite, le sourire météo de Florence Klein. Je vous retrouve à 22h pour Soir 3. Très bon début de soirée.